On revient maintenant à l'une des principales informations de cette journée, la candidature officiellement annoncée aujourd'hui de Christine Lagarde à la direction générale du FMI. Page spéciale donc ce soir, la ministre des Finances est notre invitée. Bonsoir, merci d'être avec nous. Quelques mots d'abord du contexte général. Vous connaissez bien Dominique Strauss-Kahn, vous avez travaillé avec lui. Quelle impression vous laisse cette affaire DSK ? Vous comprendrez que je me passe de faire tout commentaire sur une affaire qui est judiciaire, qui est évidemment accablante pour nous tous, pour évidemment la victime, pour lui sans aucun doute aussi. Quand vous Très dites triste. pour nous tous, vous pensez à la France. Est-ce que l'image de la France est affaiblie, et notamment à Washington ou dans les institutions internationales? J'espère que non. C'est un espoir ou c'est un sentiment? C'est un espoir. Est-ce qu'il est difficile, lorsqu'on brigue ce poste, d'être française aujourd'hui? J'espère que la candidature ne sera ni française, ni européenne, ni celle d'une femme, ni celle d'un homme, mais qu'elle sera simplement la candidature de quelqu'un qui est prêt à s'engager avec enthousiasme pour une institution très respectable, très importante en ce moment, tout à fait engagée dans la crise internationale, et c'est pour ça que je souhaite être candidate. Vous pensez que le critère de la nationalité, en clair le fait d'être française, n'est pas forcément un critère très important à l'heure de ce choix? Je pense que ça ne doit pas l'être. Le Fonds monétaire international n'est la propriété de personne. Il appartient à ses 187 membres. Donc ça n'est pas parce qu'on est français ou européen qu'on a forcément un droit de regard ou un droit de direction sur l'institution. Ce qui compte, c'est à la fois le processus de sélection qui doit être ouvert et transparent, c'est ce sur quoi chacun s'est accordé. Il doit tenir compte des mérites des candidats, et je suis heureuse que nous soyons au moins deux déjà engagés dans cette candidature. On doit avoir fait la preuve d'un certain nombre de qualités, notamment comme ministre des Finances, notamment comme patron d'équipe, et puis avec un goût prononcé pour l'international, une capacité à obtenir des consensus et beaucoup de sang-froid et de lucidité dans une situation internationale financière qui est aujourd'hui difficile. Alors avant d'aller plus loin, on revient sur votre parcours, Christine Lagarde, et aussi sur les atouts et les handicaps aussi de votre candidature. Jean-Paul Chapelle, Vincent Barral. C'était il y a tout juste 2 ans, sur le plateau d'une grande émission de télé américaine, un numéro de charme à la française. Les États-Unis, Christine Lagarde les connaît bien. Elle y a dirigé un grand cabinet d'avocats dans les années 90. Une femme dans un univers très masculin. Déjà à l'époque, elle a fait de ce handicap un atout. Le monde de demain, je l'espère, fera fi de ces principes de machisme. Ses premiers pas au gouvernement sont hésitants. Mais après quelques gaffes, elle s'impose dans la gestion de la crise financière. On a passé un cap, explique-t-elle. Avec la présidence française du G20, elle peaufine son rôle de diplomate. Avec le chinois, avec l'indien. Mais pour être choisie à la tête du FMI, elle devra encore convaincre le Brésil et surtout le Mexique, qui a son propre candidat. Elle devra aussi convaincre que l'affaire Bernard Tapie n'en est pas une. Elle pourrait surtout profiter d'un grand marchandage international. Les Américains souhaitent conserver la direction de la Banque mondiale à 2 pas du FMI à Washington. Ils auront donc besoin du soutien des Européens. Cette fois encore, ils devraient se partager les rôles. Ça se passe comme ça, Christine Lagarde, pour une désignation? Il y a en quelque sorte des échanges de bons procédés entre les nations? Non. C'est très très encadré. Le Conseil du Fonds monétaire international a organisé une procédure très claire. On doit déclarer sa candidature, on doit indiquer ce à quoi on s'engage, ce à quoi on est prêt, de quelle manière on respecte l'institution. Et puis les candidatures peuvent être reçues jusqu'au 10 juin. Du 10 juin au 30, le Conseil instruira les dossiers, auditionnera les candidats et puis ensuite choisira en fonction des mérites des différents candidats qui se seront présentés. Alors on a vu que ce qu'on appelle les pays émergents, le Brésil, l'Inde, la Chine, le Mexique,
souhaitait que ça ne soit pas forcément une personnalité européenne, comme ça a toujours été le cas jusqu'à présent, qui prenne la direction générale du FMI. Dominique Strauss-Kahn, lui-même, il y a 2 mois, affirmait « Je souhaiterais que quelqu'un des pays émergents, une personnalité non européenne, me succède ». Est-ce qu'il avait raison ? Je crois qu'il ne peut pas y avoir d'exclusive, ni en faveur des uns, ni en faveur des autres. Ce sur quoi les chefs d'État se sont accordés, au G20 notamment, c'était sur le fait que ça doit être ouvert, que ça doit être transparent, et qu'il ne doit pas y avoir de privilèges donnés à telle ou telle origine, nationale ou régionale. Mais il n'est pas logique que les pays émergents, qui, comme leur nom l'indique, montent en puissance dans l'économie mondiale, aient à leur tour un poste prestigieux comme celui-ci, par exemple ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas, si c'est la qualité du candidat qui l'emporte, bien sûr. J'ajoute que le fonds a profondément changé dans sa gouvernance. Avant, la Chine était très mal représentée au sein du Conseil. Dominique Strauss-Kahn, qui a fait un très bon travail comme directeur général du fonds, a réorganisé ça, nous l'avons accepté. Les chefs d'État et de gouvernement, sous l'autorité du président Sarkozy notamment, ont réussi à modifier la structure pour que la Chine, que l'Inde, que le Brésil soient mieux représentés. Donc c'est une institution qui est passionnante parce que non seulement elle aide, elle surveille, elle anticipe, elle finance aussi dans un certain nombre de cas, mais elle évolue au fil de la modification du monde, de l'émergence d'un certain nombre de pays. Alors vous dites, Dominique Strauss-Kahn a fait du très bon travail. Est-ce que vous poursuivrez dans la même ligne que lui, alors qu'on vous dit plus libéral que lui? Si vous êtes élu, bien entendu. La ligne qu'il a engagée, qui repose sur la modification de la gouvernance pour qu'il y ait de la place pour tout le monde, le fait que le fonds doit être en situation à la fois de surveillance, de prévention et d'assistance, bien sûr, le fait que les aspects sociaux, les politiques de l'emploi soient prises en compte dans l'appréciation qui est donnée des politiques économiques me paraît tout à fait légitime. Et moi, si j'étais élu, je souhaiterais poursuivre dans cette ligne. J'ajoute que ça n'empêche pas d'être libéral. Et que je demeure libéral parce que le libéralisme, ça n'est pas le laisser-faire, ça n'est pas n'importe quoi dans l'économie. C'est le fait qu'il y ait des règles et que les règles soient respectées. Dans le domaine financier, dans le domaine bancaire, c'est ce que je me suis attaché à faire toujours, aussi bien lorsque la France était présidente de l'Union européenne qu'au sein du G20. Et avec le président de la République, on a toujours soutenu un libéralisme que j'appellerais tempéré, parce qu'il est régulé et parce qu'il doit protéger les faibles contre les forts. C'est l'essence du libéralisme. Alors Christine Lagarde, on entend ces jours-ci qu'il y a une épée de Damoclès au-dessus de votre candidature. C'est l'affaire Tapie, avec des instances judiciaires qui doivent se prononcer le 10 juin prochain sur l'éventualité de poursuite. Beaucoup de ceux qui nous entendent n'ont sans doute pas à l'esprit de quoi il s'agit précisément. Quelques explications d'abord donc avec Amaury Guibert. Christine Lagarde a-t-elle favorisé Bernard Tapie au détriment des finances publiques? En 2008, l'homme d'affaires obtient de l'État une indemnité record, 285 millions d'euros, dans le litige qui l'oppose au Crédit Lyonnais. Décision prise par un tribunal arbitral, privé, et non par la justice traditionnelle. C'est Christine Lagarde en personne qui a choisi cette procédure pour, disait-elle, solder un conflit qui s'éternisait depuis près de 20 ans. Mais jamais pour favoriser Bernard Tapie. Est-ce que vous croyez que j'ai une tête à être copine avec Bernard Tapie? Point numéro 1. Et est-ce que vous pensez que j'ai reçu des instructions pour protéger? Non. Mais début avril, le procureur général près la Cour de cassation, Jean-Louis Nadal, décide de saisir la Cour de justice de la République avec cette question. La ministre a-t-elle commis un abus d'autorité? La Cour dira le 10 juin prochain si elle se saisit officiellement du dossier Christine Lagarde. Alors, est-ce que ça n'est pas une menace sur votre candidature, Christine Lagarde, si vous êtes directement concernée par cette enquête, si des poursuites sont engagées? Il y a une procédure qui est en cours. Nous sommes en démocratie. La France est un État de droit. Moi, j'espère très vivement que cette situation soit clarifiée le plus rapidement possible, bien sûr. Mais j'ai la conscience totalement tranquille. Parce que ce dossier est vide. Parce que j'ai toujours agi dans l'intérêt exclusif de l'État et dans le respect absolu de la loi. Donc si on me reproche de n'avoir pas respecté la loi, ce qui est en l'espèce les motifs invoqués par ceux qui ont souhaité engager cette histoire, je suis parfaitement tranquille. Mais si la Cour décide d'engager une enquête, vous serez au centre de cette enquête. Est-ce que vous pourrez réellement continuer à défendre votre candidature? Mais si elle décidait de poursuivre cette enquête, ça serait pas particulièrement surprenant. Et personnellement, ça ne me dérangerait
pas du tout. Parce que, je vous le redis, c'est un dossier creux, dans lequel j'ai totalement respecté la loi, je n'ai avantagé personne, et j'ai souhaité solder ce qui est franchement un gros reliquat d'un passé un peu triste du Crédit Lyonnais, et si c'était à refaire, vous le referiez de la même manière? Ah oui, totalement, totalement. Avec le même calendrier et dans les mêmes dispositions d'esprit? Oui, parce que j'ai souhaité protéger les intérêts de l'État. On était en présence d'un risque qui était beaucoup plus important, et j'ai pensé qu'il était de l'intérêt de la France de solder 9 procédures, des millions d'euros d'honoraires, des intérêts légaux qui couraient, dans l'intérêt tout simplement d'une justice qui est rendue selon le droit et qui mettait un terme à toute cette sinistre histoire. Alors le temps nous manque, mais un mot quand même sur ce chiffre du chômage qui est tombé tout à l'heure, moins 0,4%, 4e mois consécutif. Est-ce que selon vous, la France est en train ou est sortie de la crise? Je me réjouis de cette diminution du nombre des demandeurs d'emploi. Presque 11 000 demandeurs d'emploi en moins, ça fait 4 mois que ça dure, on est à moins 54 000 demandeurs d'emploi, et en même temps, on a une révision par l'OCDE de la prévision de croissance pour la France. L'OCDE vient de réviser à plus 2,2% pour l'année 2011. C'est pas un mystère, hein. La croissance augmente, l'activité repart, l'emploi aussi, et le chômage baisse. Les signaux, les indicateurs sont en train de se mettre très sérieusement et durablement au vert. On sort de la crise. On en a un certain nombre de signes et de résultats, et ça nous conforte, je crois, dans le fait que la politique économique qu'on a mise en place est en train vraiment de porter ses fruits. Merci Christine Lagarde d'avoir accepté notre invitation. On suivra bien sûr cette campagne. Un mot